Bonjour, merci à tous d'être présents pour ce webinaire consacré aux langues et cultures locales et de leur relation avec la langue d'apprentissage et la culture d'enseignement dans des espaces francophones. Merci bien sûr aux auditeurs, merci surtout aux présentateurs d'être présents. Donc nous aurons successivement Noro Andria Mezza, qui est spécialiste de programme à l'UNESCO, qui s'occupe du programme linguistique de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, qui plaide pour l'intégration de l'éducation multilingue basée sur les langues maternelles dans les politiques éducatives, qui apporte un soutien technique et notamment qui organise la Journée internationale de la langue maternelle de l'UNESCO tous les 21 février et qui participe activement à la mise en œuvre du plan d'action mondial de la décennie internationale des langues autochtones jusqu'en 2032. Nous aurons également Michel Otto qui interviendra. Michel, qui est inspecteur principal adjoint au service national de la formation du personnel de l'enseignement maternel de République démocratique du Congo, qui est coordonnateur, président de l'OMEP de RDC, qui est coordonnateur national de l'Agence pour la promotion de l'enseignement et qui s'occupe de formation des opérateurs pédagogiques du préscolaire en particulier. Et puis la grande fête du préscolaire qui a lieu début au mois d'août. Nous aurons également Kamaunda Mulamba, qui est ingénieur en informatique et automatique, qui est spécialiste des problématiques de la transformation numérique, entrepreneur, puisqu'il a monté l'entreprise Kanieba en la France et la RDC, qui est doctorant au CNAM de Paris et qui s'intéresse particulièrement au sujet de l'éducation par le numérique et l'intelligence artificielle, plus spécifiquement dans les questions de traitement du langage. Nous aurons également Laurent Brisset, qui est actuellement inspecteur général de l'éducation, du sport, de la recherche, qui pilote un groupe sur l'outre-mer, qui est correspondant pour la Guyane et les collectivités d'outre-mer, et qui a participé à différentes missions sur l'éducation prioritaire, l'école maternelle, le handicap, l'orientation, le décrochage, et qui a présidé l'association professionnelle de l'inspection générale de l'éducation. Et puis Diane Campo, qui a un doctorat en éducation de l'université de Sherbrooke, qui conduit des recherches sur la pédagogie autochtone et l'intégration des dimensions culturelles autochtones dans l'éducation, et qui a occupé jusqu'à tout récemment le poste de direction de l'éducation autochtone du Conseil scolaire de la francophone de la Colombie-Britannique, et qui a une expérience de 45 ans d'éducation, qui intervient dans les perspectives autochtones dans l'éducation de la petite enfance. Voilà donc la liste de nos intervenants. Alors, juste une petite introduction pour dire pourquoi ce sujet nous intéresse tout particulièrement. D'abord parce qu'il y a on va dire une question de politique générale internationale où cette question apparaît de plus en plus présente au fil des années, notamment sous l'impulsion de l'UNESCO avec la Journée des langues maternelles dont on a déjà parlé, et puis avec une perspective qui est bien celle des objectifs de développement durable portés au nom des droits humains, portés sur la question de la lutte contre les inégalités, le respect de la diversité, sur l'inclusion, la promotion des langues locales, a quelquefois des difficultés à s'imposer, on va dire, au nom d'un accès à la langue de scolarisation. Et c'est bien notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire en définitive comment on peut équilibrer les choses pour donner les meilleures chances de réussite à tous les enfants, leur donner le moins de difficultés possible pour rentrer dans les apprentissages et puis pour valoriser et s'appuyer sur les cultures locales dans lesquelles ils vivent. Donc, ce webinaire veut s'appuyer sur des contributions venues de différents continents, venues d'Afrique, bien sûr, venues d'Europe dans ses limites ou d'outre-mer, et puis venues aussi d'Amérique. Il s'agit pour nous de faire un petit peu le point sur les expériences qui existent et de s'interroger sur les meilleures pratiques pour parvenir à une éducation qui tienne compte de la culture locale. Voilà, donc je voudrais d'abord donc céder la parole à Noro Andria Mezza, voilà, qui va nous parler un petit peu de son rôle, de notions structurantes sur les langues locales, langues nationales, langues partenaires. On essaie d'y voir clair un petit peu dans toutes ces notions qui sont émergentes, qui pourra peut-être nous dire quelques mots sur les particularités des espaces francophones, qu'en est-il des langues locales dans les espaces francophones, et puis peut-être également des points sur les évolutions de ces dernières années dans cet espace.
Noro, vous avez la parole. Bonjour ou bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui. parfaitement. Tout d'abord, je m'excuse, je dois partir à 6h30, 18h30, heure de Paris, parce que j'ai un impératif de temps ce soir, donc je vais essayer d'être là avec vous aussi longtemps que possible. Alors, pour rappel, l'UNESCO s'occupe de cette thématique des langues depuis 1947, sa première réunion d'experts sur les langues et son document intitulé L'enseignement dans les langues vernaculaires. Depuis, l'UNESCO n'a cessé donc de s'occuper de cette thématique des langues locales, des langues vernaculaires, par rapport à d'autres langues que nous appelons peut-être ici langue 2. La journée de la langue maternelle elle-même est célébrée depuis 2000, donc ça fait 25 ans. On va fêter son jubilé en 2025. Alors, l'articulation dont on va parler, je vais parler de l'articulation entre plutôt les langues locales, mais bien sûr derrière chaque langue il y a la culture, et les langues d'apprentissage ou les langues d'enseignement dans les espaces francophones. Donc ici, j'ai un petit bémol parce que qu'est-ce qu'on entend par espace francophone? Donc ça peut être les pays dom-tom, ça peut être les pays postcoloniaux et bien sûr des pays comme la France où il y a les langues régionales. Alors si j'ai bien compris, on parle ici en fait de l'apprentissage dans la langue 2, la langue seconde, qui n'est pas la langue première ou la langue maternelle de l'apprenant, de l'apprenante. Alors là-dessus, je vais citer donc l'éducation, le document cadre de l'UNESCO qui date de 2003, mais que l'on est en train de mettre à jour actuellement par rapport aux évolutions dans le monde, que ce soit les flux migratoires, les conflits, etc., les réfugiés. Et dans ce document, on reprend la position de l'UNESCO qui est l'emploi de 3 langues au moins dans l'éducation. La langue première ou la langue maternelle, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une très large définition de cette langue première ou langue maternelle qui est contestée dans certains pays où on nous dit on n'apprend pas dans sa langue maternelle, on apprend dans la langue du père. Donc c'est pas du tout ça. Ce que l'on veut dire, c'est langue avec laquelle l'enfant s'identifie, la langue à laquelle on l'identifie. En anglais, il y a toute une terminologie, home language, heritage language. Donc, il y a j'ai donné donc le lien vers ce document cadre où vous pourrez trouver donc toutes ces définitions. Et en second lieu, il y a ce qu'on appelle la langue régionale ou la langue nationale. Ici, on ne rentre pas dans les statuts genre langue officielle puisque c'est quelque chose qui appartient à chaque pays. Et en langue 3, une langue internationale ou de grande communication. Alors, en parlant des espaces francophones, on sait en général que c'est des systèmes monolingues et le français est la langue d'enseignement. Alors, nous disons que dans cette approche multilingue de l'éducation, l'approche de l'UNESCO, c'est l'approche additive ou de maintenance dans une sortie ou dans une transition vers la langue 2, tardive, ça veut dire entre 4 et 5 ans, mais selon Jim Cummins, il faudrait 7 ans pour que pour que l'enfant acquiert les compétences de base de l'alphabétisation dans sa langue première, qui est souvent sa langue maternelle. Et encore une fois, je reviens là-dessus, la langue maternelle n'est pas réduite à la langue de la mère, mais techniquement pour les linguistes, on dit langue première, etc. Donc, ce document cadre, on est en train de le réviser, mais on constate actuellement qu'en fait, une espèce de régression dans les espaces francophones parce que ce discours est bien sûr accepté, mais dans la pratique, tous les systèmes éducatifs sont monolingues et avec l'enseignement du français. Donc, je précise quand même qu'avec l'évolution qu'il y a dans notre monde, ce concept de éducation multilingue n'est pas réduit à une seule définition. On a plusieurs définitions qu'on est en train d'inclure dans ce document qui est en train d'être remis à jour. On parlerait plutôt de contextes différents. Donc, en parlant des langues autochtones, on va plutôt dire qu'il s'agit de la revitalisation des langues dans une approche multilingue.
en parlant de certains pays, il s'agit plutôt de promouvoir les langues d'eux et la diversité linguistique et le multilinguisme dans certains pays comme en Europe. On parle aussi d'un contexte multilingue adapté aux réfugiés, aux migrants. Donc, il n'y a pas une seule approche, il n'y a pas un seul concept de l'éducation multilingue à l'heure actuelle. Alors, la limite de l'UNESCO, en ce qui concerne l'approche, c'est que nous avons une approche globale. Donc, dans ce guide, on ne fait pas référence à un pays ou une région en particulier, ce qui est compréhensible parce que les pays sont invités à contextualiser ce guide qu'on va sortir, à l'adapter selon les contextes, les besoins et les priorités des pays. Donc, quand on parle d'espace francophone à l'UNESCO, on agit surtout en Afrique et dans certains pays des Antilles comme Haïti ou encore Sainte-Lucie qui est un pays anglophone. Et très rarement, pratiquement pas en Nouvelle-Calédonie ou en Haïti, c'est parce que la structure politique de l'UNESCO fait que ces pays-là sont des pays qui sont, comment je pourrais dire ça, qui sont dans la France. Donc, on n'intervient pas là-dessus. Alors, je vais maintenant plutôt parler je vais prendre quelques études de cas, très brièvement, puisque je crois qu'on a 8 minutes pour parler, et des documents globaux ou d'ensemble plutôt qui s'adresse à toutes les régions, les 5 régions définies par l'UNESCO sur l'éducation multilingue. Nous avons un grand bureau à Genève qui est le bureau international de l'éducation qui est en train de finaliser actuellement un document intitulé Pas à pas l'intégration du multilinguisme ou de l'éducation multilingue plutôt dans le curriculum. Ce document n'est pas encore publié, mais dès que c'est publié, ce sera en ligne. Donc l'idée pour les États membres, c'est vraiment d'inclure l'éducation multilingue dans le curriculum en sachant que s'il n'y a pas une reconnaissance, un respect de la diversité linguistique ni du multilinguisme dans le domaine public, dans toutes les sphères du domaine public, cette approche ne sera jamais ni efficace ni effective. Il y a aussi, nous étions en partenariat, mais pas très rapproché peut-être, je dirais, avec le Confinement qui a donc sorti ce fameux DRO, qui est donc le document d'orientation, de réflexion et d'orientation de la 59e session ministérielle de la Confinement, qui a eu lieu en 2022 sur le thème langue première et langue d'enseignement. Quelle stratégie pour faciliter les premiers apprentissages, la réussite scolaire et le vivre ensemble au XXIe siècle? Donc, c'est une question. Ensuite, j'ai parlé de la mise à jour de ce guide de l'UNESCO qui sera intitulé Éducation multilingue dans un monde multilingue. Maintenant, si je peux dire, on a récemment donc commissionné une étude qui a été présentée pendant la journée de la langue maternelle 2024 cette année, donc que j'ai présentée moi-même, intitulée La diversité linguistique et le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation. Ce document, je l'ai mis dans les liens que j'ai donnés à Daria pour consultation. Pour l'instant, il y a une traduction non officielle en français que je pourrais partager, mais que je partage pas à l'heure actuelle parce qu'il faut pas qu'il passe par notre service de traduction. Et dans ce document, donc, c'est une note d'orientation, ce qu'on appelle policy brief en anglais. Nous sommes en train de dire que c'est une approche très nouvelle, en tout cas pour l'UNESCO, mais peut-être pas pour les linguistes et pour certaines régions du monde, qu'il faut arrêter cette opposition binaire, langue d'enseignement et le multilinguisme dans l'école, et qu'en fait, il faut promouvoir toutes les langues qui existent au sein de l'école pour qu'il y ait un apprentissage facile dans cette langue d'enseignement qui n'est pas d'ailleurs une seule langue, mais qui peut être plusieurs langues. Et là-dessus, je tiens à préciser encore une fois que pour l'enseignement dans la langue maternelle, puisque tout à l'heure j'ai parlé de L1, L2, L3 dans cette approche multilingue, c'est à la fois l'enseignement dans cette langue et l'enseignement de cette langue. Et il y a
il y a idéalement donc les deux autres langues ou les langues N qui sont donc dans cette approche. Ça c'est l'approche de l'UNESCO, d'où j'ai parlé de la transition tardive et aussi du bilinguisme ou du multilinguisme additif ou de maintenance. Ensuite, j'ai quelques cas à donner, mais j'espère que j'ai pas dépassé mon temps. Nous avons donc, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, il n'y a pas de Oui, souci. oui, non, mais juste voilà, une minute, ça Une ira. minute. Donc, Très bien. nous avons donné un appui technique à travers le bureau de l'UNESCO de l'éducation à Genève, à Haïti, sur son COC, qui est le cadre d'orientation curriculaire pour le système éducatif de Haïti en 2020. Malheureusement, étant donné les circonstances, ce document n'a pas encore, ça n'a pas encore été mis en œuvre et c'est une approche bilingue créole-français, où le créole sera langue d'enseignement. Nous avons reçu également une demande technique de Sainte-Lucie qui a développé son National Language Policy. Je ne sais pas où on est à l'heure actuelle, mais ils ont donné pas mal de modèles et d'options donc sur cette approche de bilingue. Et finalement, j'ai des collègues ici qui viennent d'Afrique, on a ce fameux exemple du Sénégal en 2019 du modèle harmonisé d'enseignement bilingue avec toutes les étapes donc de ce bilinguisme adapté au contexte et aux priorités. Et finalement, je vous invite à consulter les liens que j'ai donnés. Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle et merci pour vos questions, merci de votre écoute. Merci, merci Noro pour ces éléments importants. On voit bien que la question linguistique, c'est beaucoup une question politique, de politique intérieure de nombreux pays. Vous en avez cité quelques-uns. Est-ce qu'ils sont nombreux en définitive? Parce que on a l'impression que cette question de l'intégration, de la prise en compte des langues locales, on va dire de la L1, est relativement rare parmi les gouvernements et dans les systèmes éducatifs. Je dirais que c'est très rare et que c'est une exception. On a eu pas mal de projets dans le Sahel, on a eu pas mal de projets à l'intérieur de l'Afrique, mais souvent c'est à titre expérimental ou c'est un projet pilote et quand le financement est terminé, souvent par des donateurs, il n'y a pas une appropriation du gouvernement, il n'y a pas une couverture nationale, c'est juste à titre expérimental en général, hein, mais il y a des pays qui continuent ou qui commencent vraiment à l'heure actuelle à introduire l'enseignement bilingue en Afrique. On voit bien que la question, on va dire, des décisions politiques est fondamentale et que voilà, que c'est compliqué de faire évoluer des systèmes où les enseignants n'ont pas été recrutés dans cette perspective-là, où où il y a quand même une organisation, une idée d'une unité nationale qui repose souvent sur une langue partagée, et on a tendance à peu valoriser les autres. Donc on voit bien que cette question de la complémentarité entre des langues locales et puis des langues d'apprentissage, même si on va dire la partition peut paraître un petit peu artificielle et vous souhaitez la voir évoluer, ça reste un sujet qui pour l'instant n'est pas vraiment traité, pour lequel il y a encore beaucoup à faire, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question qui va plutôt s'orienter entre les relations entre l'UNESCO et les bailleurs de fonds, la capacité de l'UNESCO à influencer les bailleurs de fonds pour faire la promotion de l'usage des langues premières dans l'enseignement. Je m'explique, je prends un cas très particulier, celui de la République démocratique du Congo, qui auparavant s'appelait le Zaïre. De mon souvenir, quand j'étais enfant, j'ai appris ma scolarité, je l'ai commencé dans la langue locale. C'était dans les années 70. Je commençais à être un peu vieux, on va dire, assez âgé, dans les années 70. Il se trouve qu'au début des années 80, la Banque mondiale et le FMI ont poussé la République démocratique du Congo à revoir l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement parce que c'était un problème de ressources financières. Est-ce que l'UNESCO ne pourrait pas influencer, expliquer à toutes ces structures internationales l'importance que tout le monde partage aujourd'hui de l'usage de la langue première, au moins dans les premières années d'éducation?
Oui, alors je vous entends bien et actuellement, je l'ai pas mis dans les liens, mais je peux vous l'envoyer. C'est la Banque mondiale est revenue là-dessus. Donc ils ont fait une étude, je sais plus quel est le titre exact, mais quelque chose comme Speak loud and clear, Mother Tongue Matters, quelque chose comme ça. Hein. Je suis pas sûre du titre exact, mais je pourrais l'envoyer après. Ils sont revenus là-dessus et ils sont maintenant dans cette approche de l'enseignement dans la langue maternelle, bien sûr dans une approche bilingue ou multilingue. Alors, quelles sont les politiques au niveau mondial qui influencent ce revirement de situation? Est-ce que, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte mondial évolue, donc il y a peut-être un intérêt entre j'ai pas de preuve là-dessus, entre du nord à promouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, les langues dans le sud, puisque maintenant il y a un flux migratoire qui fait que les personnes circulent et qu'en fait c'est un atout d'apprendre dans sa langue maternelle, ce n'est plus un inconvénient. Maintenant, la relation entre l'UNESCO et les bailleurs de fonds, nous faisons un travail de plaidoyer en direction des pays en disant la position de l'UNESCO, c'est l'enseignement d'abord dans la langue maternelle. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale est revenue là-dessus. Il y a un organisme que vous connaissez peut-être, c'est le Global Partnership for Education, qui est donc un fonds qui agit beaucoup en Afrique et ailleurs dans le monde et qui justement promeut l'enseignement dans la langue maternelle, dans une approche bilingue ou multilinguale. Là-dessus, je peux aussi... mais il y a des critères qui nous échappent à l'UNESCO. Ils ont des projets dans des pays où ils ont déjà certains projets et souvent dans une approche holistique, mais pas uniquement pour promouvoir, pas uniquement pour donner un soutien technique ou financier aux langues, à l'enseignement bilingue, mais ça doit être dans une approche holistique de l'éducation. Voilà ce que je peux dire. Bien, merci beaucoup. On s'ennuie pas du tout, mais je pense qu'il faut que nous passions à l'orateur suivant. Merci Noro pour tous ces éléments. On voit que la problématique est complexe et en évolution en permanente, hein, que les choses ne sont pas figées là-dessus. Donc, ce qui peut aussi nous donner un peu d'espoir sur les aménagements possibles. Alors, je cède maintenant la parole à Michel Otto, qui lui organise une forme de plaidoyer sur des manuels scolaires en langue nationale. Hein, donc, Michel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gilles. Bon, je salue tout le monde qui nous suit de partout. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir partager ce plateau avec nos co-débatteurs de grande et haute facture. Effectivement, je voudrais continuer sur la même lancée que Noro qui vient de parler tout à l'heure là. Et la question de la langue nationale est une question très importante. Et pour répondre à la question également de mon confrère Kamagunda, cette question est assez importante. Alors, on va donc voir, si vous permettez, si la technique sera d'accord avec moi, on va voir la première illustration avec des arbres pour montrer la valeur de la langue, la première langue, comme Noro l'a dit. En fait, au Congo, notre pays, pour notre expérience, au niveau du préscolaire et au niveau du primaire, nous avons une espèce de politique. Il y a un document normatif qu'on appelle le recueil des normes de l'enseignement préscolaire en RDC. Et à la norme 9, il est recommandé qu'au niveau du préscolaire, la langue d'enseignement soit la langue nationale ou la langue du milieu de l'enfant. C'est sur le plan technique, sur le plan législatif. Lorsqu'on va à l'école primaire, lorsqu'on lit le programme national de l'école primaire, il est aussi clairement ressorti que jusqu'en 3e année primaire, l'enseignement sera exclusivement en langue nationale ou en langue locale. Ça veut dire, c'est la langue qui est un médium et à la fois une langue comme matière. Ça, c'est la théorie pure et simple. Maintenant, sur le terrain, les parents ne croient pas en cela. Ils ont une espèce de réticence
D'où l'importance que nous avons de pouvoir expliquer, de pouvoir faire des campagnes de sensibilisation. Et cette question a été posée par notre confrère Kamakunda. En RDC, notre pays, il y a eu l'USAID qui a financé 2 projets importants, le PACED et l'Accélère 1. Alors, ce que nous voyons ici, vous voyez par exemple, c'est une illustration très simple de l'importance d'apprendre en première langue. Il y a une rivière qui sépare la communauté et l'école. Vous voyez, il y a 2 passages. Il y a un grand pont sécurisé et un tronc d'arbre. L'enfant qui quitte la communauté, où on parle la langue locale, la langue du milieu, qui est différente de la langue de l'école, lorsqu'arrivé à l'école, il apprend dans la langue de sa maison, il est en sécurité, il apprend mieux. Il apprend mieux et il avance beaucoup plus. Tandis que vers le bas, il y a un tronc d'arbre où les enfants veulent traverser la rivière. Alors, ils traversent en apprenant dans la deuxième langue, ce qui n'est pas facile pour ces enfants-là. Ça demande beaucoup d'efforts pour chacun de ces enfants. Du coup, certains tombent, et ceux qui passent, ils sont fatigués, mais ils arrivent quand même. Alors, et là, la conséquence, c'est que bien que la théorie existe, les parents n'acceptent pas facilement que les enfants apprennent dans la langue du milieu. Conséquence, nos langues se meurent. Conséquence, c'est le français, c'est l'anglais qui se parlent. Et nous perdons beaucoup de notre richesse culturelle parce que nos langues sont en train de disparaître. On prend la deuxième illustration, on va voir tout à l'heure là également, qui justement montre également la valeur d'apprendre en première langue. Technique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième illustration, s'il vous plaît? Alors, pendant qu'on nous la prête, je suis en train de dire que l'expérience de la République démocratique du Congo, elle est assez spéciale. C'est un peu le cas pour beaucoup de pays d'Afrique. L'Africain, les Congolais que nous sommes, nous pensons qu'apprendre en français, c'est être intelligent. Un enfant qui parle français, c'est un enfant intelligent. Or, les études montrent que toutes les langues sont les mêmes. Aucune langue n'est supérieure à une autre langue. Parfait. Lorsqu'on prend la deuxième image qui est là, vous allez voir exactement que nous avons 2 arbres. Un arbre avec des feuilles vertes, en très bonne santé, parce que les racines sont enfouies dans le sol. Et les racines, c'est quoi qui sont enfouies? C'est la première langue, c'est la langue nationale. Et c'est cette langue qui donne beaucoup de la sève à la seconde langue pour le cas. La RDC, c'est le français. Tandis que quand vous trouvez le deuxième arbre, celui-là donne des feuilles jaunes, presque pas de feuilles, en mauvaise santé, parce que tout simplement, la première langue qui constitue les racines de cet arbre-ci ne sont pas suffisamment enfouies. Donc, la première langue, la langue maternelle, lorsqu'elle est méprisée à la maison, lorsqu'elle est méprisée au niveau de la scolarité, les enfants auront du mal à apprendre la deuxième langue. Les études ont démontré également que lorsqu'on apprend d'abord à lire et à écrire dans sa première langue, les autres langues viennent se poser dessus sans aucune difficulté et ainsi on peut avancer. Alors ici, il est question de sensibiliser à la fois les décideurs qui aussi sont contrastants. Parce que ces décideurs, lorsqu'on va chez eux, beaucoup de leurs enfants n'apprennent que dans les écoles où on enseigne qu'en français et pas en langue nationale. Du coup, ce n'est pas suffisamment motivant. Les parents pensent que les décideurs ne disent pas la vérité parce que eux, leurs enfants apprennent en français et nos enfants apprennent en langue nationale, ce qui est une bassesse sur le plan psychologique et donc d'où l'importance de pouvoir appuyer. Récemment, la Banque mondiale, à travers le projet PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, a financé la production des manuels en langue nationale, notamment les manuels de lecture et d'écriture et les manuels de mathématiques également. C'était produit, mais il s'est fait que bien que ces manuels soient produits, c'est très bien, mais les enseignants qui sont supposés à l'utiliser ne maîtrisent plus
ces langues nationales. Le cas de Lingala, par exemple, très peu d'enseignants de Kinshasa savent parler correctement Lingala en pleine Kinshasa. Et même le simple comptage de 1 à 100, il faut compter des enseignants qui peuvent vous le faire sans problème. Voilà comment nous avons perdu beaucoup de nos valeurs qu'il faut rapidement récupérer parce que c'est très important. Ah oui, voilà un peu ce que je pensais dire par rapport à mon intervention. Merci Si question Michel. il y a, je reste très ouvert pour y répondre. Merci Michel, mais voilà, Kalumba, j'ai l'impression qu'il y avait une question, non, de l'autre côté? Non. Il peut y avoir beaucoup de questions, hein, Michel, que je connais par ailleurs, et je partage totalement sa position et ses inquiétudes. Ma question, en fait, étant donné que, Michel, tu es inspecteur au ministère de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo, quelles sont les actions, parce que tout ne peut pas venir des bailleurs et des projets internationaux, quelles sont les actions effectives que le ministère de l'Éducation peut enclencher rapidement, en tout cas au niveau de ceux sur qui elle a une influence réelle, c'est-à-dire les enseignants. Quelles sont les actions à mener pour inciter les enseignants à utiliser, au moins dans les premières années d'éducation, les langues nationales? Une très bonne question que j'aime beaucoup. En fait, il faut dire que nous devons aider le gouvernement à ne pas travailler à vase clos. Les ministères sont complémentaires. Cette question de langue nationale est une question transversale. Elle touche à la fois le ministère de l'Éducation nationale, duquel je fais partie. Elle touche des questions, le ministère de la Communication et Médias. Elle touche les ministères de la Culture et Arts. Elle touche même le ministère, par exemple, du plan. Voyez. Alors, tout ça fait qu'il faudrait que les ministres au niveau du gouvernement arrivent à se parler. Parce que l'enseignant qui pense que parlant français, n'est pas parlant en français, n'est pas enseigner en français, c'est être moins intelligent, c'est un problème. Si on prend le cas des médias, par exemple, lorsqu'on est journaliste en langue nationale, on a peu de valeur que lorsqu'on est journaliste en anglais ou en français. Et ça, c'est une vérité vérifiable sur le terrain. Et cette question ne peut être faite que lorsque les ministères de la Culture et Arts fait du tenus, ainsi que celui de la communication, et aussi renforcer, pourquoi pas, la formation initiale des enseignants au niveau de l'école. Oui. On voit bien que ce qui serait important, c'est que les populations soient elles-mêmes convaincues de l'importance de leur propre langue. Exact. Et ça, voilà, là, il y a un changement de mentalité qui passe sans doute par une action publique, mais pas seulement, quoi. Noro, il faudrait mettre le micro, Noro. Oui, je m'excuse de devoir vous quitter, de ne pas entendre les autres interventions. Je regrette beaucoup, mais je suis disponible pour échanger plus tard sur Teams, par email, par courriel. Et c'est une thématique qui me tient à cœur. Donc, s'il y a des questions, on peut communiquer par la suite. Et je vous remercie beaucoup. Et je m'excuse encore une fois parce que j'ai un train à prendre. Je suis sur la ligne, mais c'est quand même 7h30, c'est quand même un peu juste sur la ligne 6. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci Noro pour cette présentation. Et puis rendez-vous au 21 février prochain pour le jubilé. Merci. Ah oui. Voilà. Merci. De langue maternelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Mais sinon, Gilles, je voulais aussi avoir la même excuse que Noro parce que en tout cas, excusez-moi de pouvoir vous quitter si j'ai fini. Oui. Merci Michel. On va donner, et puis donc, pour cette participation, Merci. et nous continuerons sous d'autres formes. Donc, maintenant, je cède la parole à Kamaounda, qui va nous parler forcément du numérique et des langues, puisque ce sont ces deux chevaux de bataille, on va dire.
Oui, je vais m'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire mon ami Michel, dont je partage vraiment les points de vue. Une petite présentation pour Diane, puisque nous sommes restés à deux, et j'ai un sujet d'échange assez fort avec vous. Moi, je suis ingénieur de formation, chef d'entreprise, donc une entreprise à Paris et une autre à Kinshasa, et donc je vis entre les deux pays. Par ailleurs, je travaille, parce que tous ces sujets m'intéressent beaucoup, je mène actuellement une thèse de DBA au CNAM de Paris sur la question: est-ce que l'innovation technologique peut être créatrice de valeur en Afrique? Le cas de la RDC. Euh, pour ce qui concerne notre webinaire, je vais aborder la problématique des relations entre les langues, les cultures locales, la langue d'apprentissage et la culture d'enseignement, en me positionnant sous l'angle de l'innovation technologique, de la formation des citoyens de demain, donc ça concerne les enfants et les adultes, mais également la formation professionnelle, et un angle économique. Parce qu'en fait, les conséquences de tout ce désarroi dans l'éducation, c'est que les pays concernés, en particulier des pays d'Afrique, se retrouvent avec un certain nombre d'adultes qui n'ont pas pu avoir une éducation de qualité et donc qui, sur le plan de l'employabilité, ont des défaillances. Les conséquences sont donc dramatiques d'un point de vue économique. Je dis ça pour stimuler nos décideurs, parce que on n'est pas uniquement dans une logique, comme disait Michel tout à l'heure, dans de limites dans le monde de l'éducation. Les conséquences sont colossales et dramatiques. J'ai lu en début d'année un article qui est paru dans Digital Africa qui s'intitulait « Les langues nationales comme moteur d'innovation pour la formation professionnelle en Afrique ». Dans cet article, on apprend que dans un monde de plus en plus connecté et compétitif, les langues nationales génèrent une importance particulière dans le développement économique et social des pays. L'IFEF, je ne sais pas si vous connaissez l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, Oui. qui explore en fait un certain nombre de modes d'enseignement innovants dans ce domaine-là, considère que les langues nationales, les langues premières, sont un puissant catalyseur pour tout ce qui est des apports d'innovation dans la formation professionnelle sur le pays d'Afrique. Parce que en intégrant les langues nationales dans les programmes de formation, on arrive à générer une appropriation des techniques. Aujourd'hui, je vais parler du numérique en général, je donne des cours d'utilisation des ordinateurs, non pas à Kinshasa ou à Dakar, qui sont des grandes villes, mais à l'intérieur des pays. On se rend bien compte que un clavier, un ordinateur, un email n'ont pas sens si nous ne sommes pas capables de les traduire en scénario local. Donc, ceci étant posé, tout le monde est d'accord pour parler et reconnaître l'importance de l'éducation dans les langues premières. Je vais prendre quelques chiffres de l'UNESCO, mais la personne de l'UNESCO est partie. Selon l'UNESCO, dans le monde, 4 enfants sur 10 reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est quand même assez étonnant. En Afrique, ce chiffre se monte à 8 enfants sur 10. Il est donc vraiment évident que la qualité de l'éducation en pâtit. On enseigne dans une langue que l'élève ne connaît pas très bien, ne comprend pas très bien, et on attend de lui qu'il puisse faire des miracles. Un autre chiffre encore, juste pour montrer où est-ce la situation dans laquelle on se trouve. Les rapports d'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen en 2014 et 2019. Plus de 55% des élèves en début de scolarité n'atteignent pas le niveau suffisant en compétences linguistiques. Et en fin de scolarité, sur ces 55%, il reste encore 52% qui restent en dessous du niveau attendu. Essayons d'imaginer les conséquences à présent dans le monde professionnel. J'ai 10-12 ans, l'école ne m'a pas apporté ce qu'elle est censée m'apporter. Je me retrouve à 25 ans et j'entre sur le marché du travail.
que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Dakar, que ce soit à Nairobi, qu'est-ce qui va se passer pour la société? Je ne vais pas trouver d'emploi, je ne vais pas trouver un travail à la mesure de mes espérances, je ne vais pas pouvoir assumer mes responsabilités familiales, mes responsabilités que la société attend de moi. Donc, je vais devenir fatalement un poids dans la mesure où je ne veux même pas rentrer dans mon village pour faire de l'agriculture. Je suis un poids pour la société. Et donc, l'impact sur les adultes, les conséquences, elles sont assez dramatiques de mon point de vue. On a parlé, j'ai brossé un portrait un peu négatif et un peu noir de la situation. Notre enjeu est de trouver des solutions. De mon point de vue, le numérique peut jouer un rôle crucial dans ce contexte, parce que pour peu qu'il y ait une appropriation de ces outils dans le contexte de l'Afrique qui nous concerne, pour peu qu'il y ait une appropriation, il est possible de créer du contenu local, à la fois dans les langues concernées, dans les langues nationales, les langues premières, mais également des contenus qui explicitent la société dans laquelle l'apprenant vit. On a une limite à ça. La limite, c'est encore une fois les problématiques de ressources, les problématiques d'infrastructures qui font que même si au fin fond du Canada, on arrive à participer à une conférence, si on se retrouve au fin fond du Congo, c'est pas évident qu'on puisse animer ce type de conférence. On a donc cette problématique, on a un défi à surmonter, mais des opportunités parce que la créativité des personnes, des apprenants, des enfants, des enseignants dans leur langue est prouvée par un certain nombre d'études d'abord, mais également dans mon expérience personnelle par un certain nombre d'expérimentations que nous avons mis en place les 3 dernières années. Au niveau de notre entreprise, nous créons des applications numériques éducatives qui sont contextualisées, c'est-à-dire qu'elles mettent en jeu des scènes de vie locales et en même temps qui sont déployées dans les langues premières. Au Sénégal, ça peut être les 6 langues nationales, au Congo, ça peut être les 4 langues nationales, ça peut être le Swahili. Toutes ces langues sont implémentées dans ces systèmes. Ce qu'on observe après 3 ans d'expérimentation par la Fondation Orange, qui a distribué ces applications auprès de 250 000 élèves dans 14 pays d'Afrique, c'est que ça génère d'abord et avant tout auprès des élèves une motivation, une adhésion forte, une volonté d'apprendre. Et au niveau des enseignants, pour peu qu'ils s'approprient ces outils, ils deviennent force de proposition, ils deviennent créateurs de contenu éducatif local, ce qui permet donc de pallier aux insuffisances dont nous avons parlé tout à l'heure. Un autre axe de travail sur lequel nous fondons beaucoup d'espérance, c'est celui de l'intelligence artificielle, qui est non seulement un enjeu de souveraineté, mais également un enjeu d'éducation. Nous essayons, avec un certain nombre de partenariats qui ont été institués, par exemple au Sénégal avec le Centre national de recherche éducationnelle, nous sommes en train de modéliser un certain nombre de langues africaines. L'idée, c'est de mettre en place des systèmes, des chatbots, qui permettent à la fois de comprendre et de répondre dans situation de conversation, à la fois par le texte et plus difficile, parce que ce sont des langues à ton souvent, par la voix. Donc, un certain nombre d'initiatives existent, donc il ne reste plus qu'à mettre en place les actions nécessaires pour répondre à ce problème que nous avons tous regretté. Il se trouve, Diane, que grâce à Gilles, j'ai eu la chance de lire un article que j'ai adoré, Pédagogie autochtone et pédagogie du lieu, proposition d'un modèle d'enseignement autochtonisé. J'aimerais vraiment discuter avec vous du contexte dans lequel vous avez pu mettre en place, rédiger cet article, j'imagine avec les communautés autochtones du Canada. Je suis certain qu'on retrouverait un certain nombre de cadres communs, de cas communs, de concepts communs que nous pourrions appliquer dans le cadre de l'enseignement communautaire en Afrique. Et je vous remercie d'abord d'engager cette discussion et je m'en arrêterai là. Merci beaucoup, Gilles.
Merci Kamamunda, merci Diane. Voilà, donc c'est bien que cette webinaire soit aussi un espace de rencontre d'idées et de voir que les questions qui se posent en Amérique et en Afrique sont peut-être pas si éloignées les unes des autres en définitive, quels que soient même si c'est à travers des expériences et des contextes très différents, qu'on a vraiment cette question de la valorisation, de la pratique de la langue de la langue locale qui est au cœur de nos interrogations et de savoir comment on peut de cette façon rattraper tout cela à travers des dispositifs complémentaires à une éducation qui est sans doute trop tournée vers les langues trop précocement et trop facilement tournée vers les langues hein, pour reprendre la alors merci. Avant de céder la parole à Diane, je voudrais introduire ce qui sera l'intervention de Laurent Brisset, qui a travaillé sur le, le- sur sur des systèmes français en mentionnant qui a fait un rapport à ce sujet, notamment pour indiquer que on a une ouverture aux langues locales en France qui n'existait pas jusqu'au début récemment. Donc c'est plutôt à travers les langues régionales, donc on a un certain nombre de modèles qui se développent et qui conduisent à valoriser les langues locales, notamment sur les territoires, les départements d'outre-mer, les départements d'outre-mer, la Guyane en particulier, Wallis et Futuna en particulier, où il y a un certain nombre d'expérimentations qui se mettent en place dès la maternelle pour que la pratique de la langue locale soit vraiment intégrée. Voilà, donc je cède la parole à Laurent pour qu'il nous fasse un état de ces pratiques. Bonjour, je m'appelle Laurent Brisset. Depuis bientôt 11 ans, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Et à ce titre, je réalise dans toute la France différentes missions, notamment pour la ministre de l'Éducation nationale, en lien avec les recteurs, les inspecteurs, les chefs d'établissement et les enseignants. En particulier, je travaille avec les académies de Guyane française et de Mayotte, mais aussi avec les collectivités d'outre-mer que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. En 2020, j'ai coordonné une mission et un rapport sur les phénomènes de plurilinguisme dans les outre-mer français, dans leur relation avec la maîtrise de la langue française. Ça sera mon premier point. En effet, les outre-mer français sont des territoires plurilingues. Si nombre d'enfants n'ont pas le français comme langue maternelle, les populations y sont le plus souvent bilingues ou multilingues. Le français, langue de scolarisation, y est donc là-bas soit une langue comaternelle, notamment avec les créoles, guadeloupéens, guyanais, martiniquais, réunionnais, dans un usage qui est concomitant, parfois un peu mélangé, et on parle alors d'interlecte. Mais c'est aussi parfois une langue seconde, à côté de la langue première, qui varie selon les territoires ultramarins. Par exemple, en Guyane, nous avons 4 langues bushinangé, 6 langues amérindiennes et la langue mong. À Mayotte, il y a 2 langues, le shimaoré et le kibushi. À Wallis et Futuna, il y a 2 langues, le wallisien et le futunien. Il y a plusieurs langues en Polynésie française, notamment le tahitien, le marquisien, le pouamoutou. Et il y a au moins 28 langues recensées en Nouvelle-Calédonie. Dans tous ces territoires, le français est souvent peu ou pas parlé à la maison, comme dans la rue, et il est donc découvert à l'école. Tout cela est le résultat d'une longue histoire, c'est ce que je vais présenter dans mon second point. En effet, ce qu'il faut en plus savoir pour comprendre la place de ces langues à l'école, c'est que partout en France, depuis la fin du 19e siècle et pendant un siècle, les langues régionales ont été totalement interdites à l'école. Et qu'en outre, seul le français pouvait être utilisé dans l'administration, les affaires, les médias. Dans les territoires d'outre-mer, cela a été aussi le cas et ça a duré encore plus longtemps. Ce qui explique qu'il reste encore des traces de cette interdiction dans les classes et notamment dans les pratiques des enseignants. Certes, une nouvelle période a commencé à la fin du XXe siècle et ces langues peuvent être enseignées à l'école française, soit en tant que langue régionale ou dans le cadre d'expérimentation, le plus souvent à l'école maternelle, notamment en Guyane, avec l'expérience des ILM, les intervenants en langue maternelle, qui sont des médiateurs linguistiques après avoir été des médiateurs entre l'école et les familles. Mais s'il y a des heures d'enseignement hebdomadaires ou des classes bilingues, il n'y a pas vraiment de réflexion ou de doctrine sur la façon d'utiliser dans la classe ces langues premières
et sur la prise en compte des acquis linguistiques de ses élèves. De fait, la plupart du temps, les professeurs enseignent dans ces territoires comme ils enseigneraient à Paris ou à Marseille, sans vraiment prendre en compte que le français n'est pas connu par ses élèves avant l'arrivée à l'école et qu'il est peu parlé à la maison ou dans la rue. La mission pense d'ailleurs que cela peut en partie expliquer les moins bons résultats scolaires obtenus par les élèves ultramarins, notamment dans la maîtrise de la langue française et dans l'aisance à s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. J'en viens à mon troisième point. Pourtant, il y a des études scientifiques. Le rapport que j'ai piloté met en évidence des études internationales qui montrent tout l'intérêt d'une plus grande utilisation de ces langues maternelles au sein de l'école. D'une part, parce que cela contribue à la construction de l'estime de soi de ses élèves, à la création d'une relation positive des enfants et de leurs parents avec l'école et avec les apprentissages scolaires. D'autre part, parce qu'on sait aussi que ces élèves, s'ils ne savent pas forcément parler français en entrant à l'école maternelle, ont des compétences linguistiques dans leur première langue, que ça soit en phonétique, en lexique, en grammaire ou en syntaxe, et parfois dans d'autres langues d'ailleurs, et qu'il y a des transferts possibles de ces acquis dans l'apprentissage de la langue de scolarisation qu'est le français. Et j'en viens à ma quatrième et dernière partie, c'est pourquoi nous avons fait des propositions en faveur d'une meilleure utilisation des langues maternelles. La principale recommandation est qu'il est souhaitable et bénéfique pour les apprentissages de ces élèves de faire une place à toutes les langues maternelles au sein du système éducatif. À la fois pour les cultures qu'elles représentent, qu'il faut préserver et reconnaître comme égales entre elles, mais aussi comme levier d'apprentissage en les considérant comme des langues pouvant être enseignées, mais aussi pouvant être utilisées pour mieux enseigner. La mission recommande donc de développer à l'école maternelle les expériences d'accueil des élèves dans leur langue maternelle, puis à parité avec le français, avant d'offrir ensuite des possibilités d'enseignement des langues régionales et premières, par exemple dans le cadre de classes bilingues. Elle encourage aussi les approches pédagogiques et didactiques qui s'appuient sur la comparaison des langues maternelles et du français en termes de phonétique, de grammaire et surtout de syntaxe. Enfin, elle insiste sur la formation des enseignants. Afin de multiplier les classes bilingues, il faut recourir à des enseignants locuteurs. Et pour développer ces approches comparatives ou contrastives en classe, il convient d'outiller les enseignants au FLS, au français langue seconde. Je vous remercie. Voilà, donc merci Laurent pour cet exposé, pour cette présentation qui nous donne quelques pistes sur les expérimentations en cours en France. Et puis maintenant, je voudrais céder la parole à Diane, Diane Campeau, qu'on a présenté tout à l'heure et qui cherche à valoriser des pédagogies dites hybrides, donc inspirées à la fois de la pédagogie autochtone et de la pédagogie du lieu. Et je crois que voilà, donc Diane, à vous de nous expliquer tout ce que vous entendez derrière ces concepts qui sont attractifs, intéressants et un peu mystérieux actuellement. Ok, merci. Merci de votre accueil. Et puis, j'espère que ça va faire écho et ou contrepoint à mon collègue Kamauda. Donc, l'importance des langues autochtones locales et leur lien avec le territoire. Donc, ça nous amène à porter un regard critique sur la culture qui est traditionnellement véhiculée dans nos systèmes éducatifs, particulièrement, justement, en bas âge à la petite enfance. Alors, on peut passer à la suivante. Dans le cadre, en Colombie-Britannique, on a instauré, dans le cadre de la petite enfance, une posture décoloniale. Et ça vient questionner les pratiques et les épistémologies eurocentriques qui sont habituellement acceptées dans tous les systèmes éducatifs à travers le monde, particulièrement dans les pays qui ont été colonisés. Donc, on donne la place justement à la culture autochtone, aux aînés, mais aussi aux principes d'apprentissage des premiers peuples qui font partie intégrante du curriculum. Et on amène une autre notion de temps et de lieu, et on reconnaît l'importance des langues autochtones et sont prises en compte. Évidemment, ça c'est une volonté du curriculum. La suivante, s'il vous plaît. Donc, évidemment,
il y a des volontés dans le curriculum, mais comme nos collègues disaient précédemment, mais c'est pas évident comment ça atterrit dans les salles de petits enfants, dans les salles de classe. Alors ça, ce sont les principes d'apprentissage du premier peuple qui figurent d'ailleurs dans toutes nos salles de classe. Et j'apporte votre attention sur le deuxième qui dit l'apprentissage est holistique, réflexif, réfléchi, expérientiel, relationnel, vise un sens de connexion, des relations réciproques et un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance-là, c'est important parce que on a vu tantôt avec nos collègues l'importance de cette rivière-là, justement, dans laquelle les enfants naissent avec des langues et des cultures qui leur ressemblent, ces cultures-là sont liées énormément avec le territoire. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, ce que des chercheurs autochtones nous disent, donc entre autres Marie-Baptiste, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut éviter que la simple addition des savoirs et perspectives autochtones dans un curriculum, ça doit s'accompagner de la pédagogie autochtone aussi, parce que sinon, ça donne un faux sentiment que le système occidental pédagogique et le système autochtone s'imbriquent, ce qui n'est pas le cas. Donc, et aussi, dans le curriculum de la Colombie-Britannique pour la petite enfance, on va jusqu'à remettre en question les théories du développement de l'enfant. Et on dit aussi que les paradigmes éducatifs autochtones et de autres cultures, tous les peuples autochtones à travers le monde, dans le fond, ils ont été marginalisés et souvent mis comme étant des ethno-savoirs, des ethno-pédagogies et sont pas reconnus à leur juste valeur. Donc ici, je vais pas en faire la description, mais c'est ce que Marie-Baptiste aussi a développé comme des caractéristiques de la pédagogie autochtone. Et donc, on dit le réel est privilégié et on parle de l'ancrage dans les langues autochtones. La suivante. Donc, dans le cadre de recherche, moi, j'ai développé un schéma qui fait en sorte qu'on puisse intégrer justement ces dimensions culturelles-là autochtones. Et je pense que ça peut répondre à mon collègue Kamauda, probablement que ça pourrait inspirer au niveau des langues, de langues autochtones qui sont au cœur, la langue autochtone est au cœur. Nécessairement, tout ça, c'est interrelié, mais on passe par le territoire, donc cette connaissance-là des espaces sur lesquels nous sommes, et justement pour que les gens puissent être utiles, actifs dans leur communauté, sur les espaces où ils sont, où ils vivent. On passe par les récits et les légendes qui ne sont pas strictement de la littérature ou une tradition orale qui est négligée ou qui est sans importance, mais ce sont des récits qui transportent des savoirs millénaires. Et donc, c'est important de s'y attarder parce que ça contient justement des savoirs autochtones qui sont importants sur ces territoires-là. Et on parle de l'histoire ici, on parle pas de l'histoire qu'on lit celle que l'on lit dans les livres, mais on parle de l'histoire, comment les gens parlent d'eux-mêmes, comment cette communauté-là parle d'elle-même depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et la question, c'est comment on peut former le personnel en ce sens, à s'intéresser justement, particulièrement si le personnel n'est pas autochtone, n'est pas de cet espace-là, n'est pas de ce territoire-là, comment on peut les former à s'intéresser à ces dimensions culturelles-là. La prochaine. Donc, ce qu'on demande dans la formation que je fais beaucoup auprès du personnel de petite enfance, à travers le pays, je dirais, non seulement en Colombie-Britannique, mais en Ontario aussi et en Alberta, ça demande d'adopter un regard critique. Et pourquoi? Parce que les langues autochtones sont éminemment liées au territoire. Donc, dans nos salles de classe, présentement, ça c'est des classes de petite enfance, et pour mes collègues africains ici, je vous dirais, je n'ai rien contre les girafes, les éléphants, les rhinocéros ou même les lions, mais ils figurent dans nos salles de classe, mais nous, on voit pas dans nos espaces pour les petites enfances, on n'a pas de castors, on n'a pas d'orignaux. Et pourquoi? Et nous, dans la région où je vis, qui est quand même assez urbaine, je vis à Victoria, en Colombie-Britannique, ben, il y a 3 mois, on a eu une alerte au cougar. J'ai pas encore d'alerte à la girafe, là.
Donc, peut-être qu'il faut reconnecter les enfants avec les réalités de leurs espaces. Alors, comment les langues locales, justement, traduisent-elles ces réalités-là? Parce que ce sont des langues très descriptives d'un lieu et des lieux qui ont été occupés pendant des milliers d'années. La prochaine. Donc, justement, s'intéressant aux lieux et aux territoires, mais on s'est intéressé aussi aux récits et aux langues locales autochtones. Un peu, c'est le phénomène, et on travaille aussi avec des aînés, c'est le phénomène africain du griot, carrément. Et donc, d'ailleurs, mes étudiants africains de l'Université de l'Alberta se reconnaissent toujours quand je présente la pédagogie autochtone. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de réintégrer dans les espaces des éléments de la langue, soit à partir de récits et soit de vidéos. Et aussi, il y a des applications, beaucoup d'applications qui existent présentement, des applications qu'on peut mettre sur son téléphone ou sur l'ordi pour apprendre des langues. Et au Québec, d'ailleurs, c'est un trésor national parce qu'il faut dire que nos langues, les langues dans l'ensemble du pays, les autochtones, plusieurs, ont des difficultés. Dans certains cas, en Colombie-Britannique, on a certaines langues où il reste seulement 4 locuteurs et qui sont capables de faire une conversation fluide. Mais au Québec, il y a un trésor national pan-canadien. 95% des Atikamekw au Québec, cette nation-là, parlent encore leur langue. Ils ont même fait une entente avec Wikipédia, qui s'appelle Wikipédia, et tout le site. Donc, c'est pas une adresse Wikipédia où ils parlent de même, c'est carrément tout le Wikipédia est dans la langue Atikamekw. Donc, des pistes peut-être pour notre collègue Kawanda. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on comprend que ça comportait des défis. Et ce que j'essaie de faire avec le personnel, c'est de leur montrer à quel point ce qu'il y a dans leurs espaces scolaires ou ce qu'ils utilisent comme matériel est fortement colonisé. Donc, on les amène vraiment au questionnement. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on reconnaît les savoirs autochtones, on amène le personnel à reconnaître les savoirs autochtones, entre autres avec les constellations. On montre les constellations aux enfants avec les noms des nations que les nations locales utilisent. On utilise les noms des animaux que la nation locale utilise. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est fait dans ce sens. Donc, en fait, cette pédagogie-là, la pédagogie autochtone, c'est une pédagogie pour un monde complexe du 21e siècle parce que les communautés locales, ce n'est pas des savoirs simples. Pour survivre dans un espace, il fallait avoir énormément de connaissances et vivre dans un monde complexe. Donc, c'est important de reprendre ce rôle-là des aînés, de rôle de la langue et avoir l'importance des langues autochtones pour interpréter la réalité d'un lieu et la vie, le lieu de vie des enfants. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Diane, pour ces apports particulièrement riches. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. C'est comment se fait-il, quelles ont été les conditions qui font que créer un curriculum comme celui-ci a été possible? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ailleurs? Parce que l'éducation n'est jamais un phénomène isolé, mais vous avez forcément géré un contexte qui est porteur pour arriver à ce type de décision. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de consultations auprès des communautés autochtones et des représentants. Donc, il y a un organisme qui s'appelle First Nation Education Steering Committee, donc le comité directeur autochtone de l'éducation, et eux ont une grande influence sur le curriculum scolaire à tous les niveaux scolaires en Colombie-Britannique. Est-ce que c'est parfait dans nos salles de classe? La réponse est non, parce qu'on est en cheminement. Bien sûr, donc de là l'importance de la formation, et c'est un travail de longue haleine, particulièrement en français, je vous dirais, parce que la majorité de nos communautés autochtones sont en anglais, donc le matériel va exister en anglais. Et donc, comment, dans nos milieux francophones, on peut faire en sorte qu'on puisse à la fois accéder à ces informations-là sans coloniser ces concepts-là à nouveau en utilisant le français. Donc, il y a comme des démarches. Moi, je travaille souvent pour la validation culturelle de traduction, où est-ce que je retraduis à l'oral
de l'oral du français à l'anglais pour s'assurer que l'interprétation culturelle a été conservée et conservée même quand on l'applique en français. Donc oui, mais il y a un grand échange entre les nations autochtones de la Colombie-Britannique et le gouvernement au niveau de l'éducation. Mais c'est un immense chantier pour les salles de classe. Merci beaucoup. On voit bien que les enjeux ils sont multilinguistiques. C'est à la fois la langue locale, la langue d'apprentissage, les langues qui sont pratiquées autour, voilà, et que les contextes sont sans doute très différents d'un lieu à l'autre, et que c'est à chaque fois une lutte, on va dire, à la fois sur le plan politique globalement, et puis sur le plan de la formation, sur le plan de la production d'outils, sur le plan de tout un ensemble de composantes de l'éducation qu'il faut pouvoir aligner les unes par rapport aux autres, et que ça reste un chantier de longue haleine, à chaque fois local et de longue haleine. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ces interventions à tous. Voilà, merci d'avoir consacré du temps. On a beaucoup de matière à penser encore, beaucoup de choses à réfléchir. Et en tout cas, merci d'avoir allumé quelques petits feux ça et là qui vont nous permettre de continuer nos réflexions, chacun dans nos métiers. Voilà. Merci à tous. Excellente fin de séjour. Merci pour le temps que vous avez consacré à ces partages. À bientôt. Merci à Eddie Rose pour avoir organisé ce webinaire. Au revoir.